Ça va super bien. J'allais dire qu'on peut pas être de mauvaise humeur. Quoique toi, il y avait un jeu que tu voulais jouer à partir de minuit, puis là, t'as pas pu. Est-ce que t'es de bonne humeur pareil? Je suis très de bonne humeur. Ça va assurément être la chronique de jeudi dans 2 semaines. Ouais. C'est quoi ce jeu-là? Ghost of Yoyote, c'est la suite du jeu Ghost of Tsushima qui est sorti sur PlayStation seulement. Okay. C'est vraiment une exclusivité PlayStation. Là, sorti il y a quelques années, j'ai tendance à dire 4-5 ans, si ma mémoire est bonne. Okay, c'est la suite. Trippé vraiment. C'est la suite, mais vraiment avec un autre personnage. Je pense à 300 ans d'écart entre les deux jeux. Là, donc, puis l'original, c'est quoi comme style? Tu te promènes, tu combats? Ouais, c'est un jeu qui suit un samouraï dans les années 1400 quelques, si ma mémoire est bonne. Puis c'est super beau. C'est une histoire de samouraï un peu classique, là, comme on verrait dans des films ou des jeux X. Là. Il y a on en parlera plus peut-être dans 2 semaines. Je veux pas trop prendre. On s'étale un peu trop. On s'étale un peu trop sur le jeu. Mais juste rapidement, c'est-tu fréquent les exclusivités de jeu, ça? Parce que c'est frustrant pour les joueurs. Ben, c'est surtout pour PlayStation. Là, ça le devient de plus en plus. Sony est le propriétaire de plusieurs boîtes quand même. Là. Ils ont... excuse, c'est le gros problème de micro, OK. Ils ont la boîte notamment Insomniac, si je me souviens pas, là, qui font beaucoup de bons jeux. Donc, Sony en tant que tel est une boîte. Fait que, il y a des exclusivités, puis c'est très fâchant. Comme moi, j'ai acheté une Switch à mon fils une couple d'années, puis on peut pas jouer à NHL. T'sais, ça n'existe pas sur la Switch. Ça donne que c'est le seul jeu qu'il voulait. Sauf qu'il y en a d'autres... Il y en a d'autres que j'aimerais probablement jouer qui est sur Switch seulement. Exactement, c'est la vie. Hey, on est rendu à 7h45. Alex Saint-Jacques, tu es allé voir le film One Battle After Another. Ça, c'est le plus récent film dans lequel joue Leonardo DiCaprio. Mm-hmm. C'est un film de 3 heures, comme on est habitué avec lui? 2h40. 2h40. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça très, très bon. Vraiment très, très bon. Je suis arrivé là-bas sans attendre. Moi, depuis quelques années, j'ai comme abandonné le fait de regarder des bandes-annonces puis de lire des reviews avant. Je trouve que les bandes-annonces montrent trop. Oui. Puis quand tu finis par faire « Ah ouais, ça c'est le fun, mais on l'a vu dans la bande-annonce. » J'avais tout vu déjà. C'est moins intéressant. T'sais, moi, j'aime arriver avec une idée vraiment complètement vierge de ce que va être le film. Je vais peut-être lire, mettons, des fois quelques reviews du genre IMDb, Rotten Tomatoes et compagnie, mais je vais pas chercher plus que ça. Puis je vais vraiment aller voir la note générale, là, pas les reviews. Très précis. Donc, j'avais pas d'attente en allant voir ça. J'ai justement su que c'était bon, que les gens aimaient beaucoup ce film-là. Puis, effectivement, j'ai trouvé ça vraiment bon. Écoute, j'ai donné... je parlais de ça avec ma conjointe au retour. Là. J'aurais donné comme un 4.2 sur 5. Là. Ah ouais, c'est quand même excellent. Vraiment... S'il y a des gens qui se disent « One Battle After Another », c'est quoi l'histoire un peu de ce film-là? Là? Je vous résume ça un peu parce qu'en s'en sur 2h40, là, ça s'étale beaucoup. Là, mais en gros, c'est un couple de révolutionnaires qui font des actes de violence dans les années 90, début 2000, en le nom de certaines causes, en nom de la liberté, en nom de droits de différents groupes. Qui se retrouvent plusieurs années après à s'être calmés parce que, bon, la vie a fait des choses. Ils sont rendus avec un enfant, puis ils se sont calmés. Puis, dans leurs années, bon, ils se sont fait ennemis avec certaines personnes, notamment avec ce qu'on comprend à être un ancien mercenaire qui est comme devenu un peu militaire là, avec les années. Puis... Qui n'a pas de bonnes intentions. Non, vraiment pas. Ce gars-là est joué par Sean Penn. Oh, wow. Ça faisait un méchant bout que j'avais pas vu, qu'on l'a vu dans le film Mystic River il y a plusieurs années. Là, mais c'est joué par Sean Penn. Il joue vraiment le rôle du méchant. Là, il est bon? Il est vraiment bon. Il est vraiment solide. Puis c'est vraiment un méchant haïssable. Haïr, puis c'est vraiment pas une bonne personne. Ça veut dire qu'il a bien fait sa job, ça. Exact. Puis c'est un film un peu à saveur course-poursuite entre le père de la petite famille que je parlais tantôt, puis le militaire qui en veut à cette famille-là, finalement. Là. Fait que j'ai trouvé ça super bon. J'ai trouvé que 2h40, si on compte les crédits, c'était bien.
j'aurais pris un 10-15 de moins quand même, malgré tout. J'ai trouvé qu'il y avait certains bouts du film que c'était un petit peu trop long. Mais en même temps, tu sais, je vous dis ça, comme j'ai dit à ma conjointe en sortant, je sais pas quel bout j'aurais enlevé. OK. Il n'y a pas une longueur flagrante. Non. Que tu dis ça sert absolument à rien, ce bout-là. Non, exact. Okay. Exact. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Les acteurs crèvent l'écran, honnêtement. Là. DiCaprio, Sean Penn sont incroyables. Il y a aussi Del Toro, pas trop? Benicio Del Toro, ouais, qui joue un sensei, un gars il est propriétaire d'un club de karaté ou de judo. Puis moi, pour vrai, j'aurais pris plus de ce personnage-là. Là. Je le trouvais juste adorable. Je l'ai vu un petit peu dans la bande-annonce, moi, puis je me suis dit, waouh, lui, il a l'air d'être un pas pire personnage. ouais, vraiment. Puis, tu sais, sans trop spoiler rien, évidemment, tu te rends compte qu'il va comme shelter des immigrés chez lui qui n'ont pas trop qui ont pas de papier, qui sont pas des citoyens. Fait que c'est un personnage vraiment intéressant, super attachant, super drôle, parce que oui, c'est un film qui est drôle aussi. C'est de l'humour noir, c'est de l'humour absurde un peu, puis ce que j'ai aimé aussi, puis ça, je vais peut-être pas faire l'unanimité en disant ça, c'est ce que j'en ai interprété. J'ai vu certains dialogues, puis certains éléments du scénario un peu à la Quentin Tarantino. Du fait que, tu sais, le Tarantino, moi, je suis un méga fan là, de Tarantino, puis la manière que les dialogues puis le développement des personnages est fait, moi, j'en ai un peu interprété comme une influence du fait que, tu sais, le personnage principal, là, le 3/4 du film, c'est un bonhomme bedonnant dans la cinquantaine qui veut juste avoir une vie qui fait du sens puis se sauver un peu de tout ce qu'il vit. Fait que des fois, il arrive des choses puis il est pas tout là, il est pas dans l'action vraiment, là. Il est juste, écoute, il vit ses affaires puis il est sur son sofa puis il est bien. Fait que ce côté-là, je l'ai... Ouais, as-tu vu le film ou... Non, c'est ça. Ça donne un peu une idée, là. C'est... Manny un bout en particulier, qu'encore une fois, j'en dirais pas trop, mais il a pris un joint, quelque chose, puis là, on l'appelle sur une ligne sécurisée pour lui dire « Hey, un tel s'en vient », puis il est batté complètement, il comprend rien, puis il se souvient plus des codes qu'ils ont donnés, puis j'ai trouvé ça très, très drôle, puis... C'est un peu ça que je disais, qu'un film d'action ou un film comme on verrait normalement sont tout le temps super alertes, sont tout le temps prêts, mais la vérité, c'est que c'est pas ça. Là, un homme dans la cinquantaine, batté un peu, va pas devenir alerte. Tu deviens pas Tom Cruise dans Mission Impossible, là, genre un ninja. Là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une joke là-dessus sur le film à un moment donné qu'il y a une espèce de cascade un peu farfelue. Puis un des personnages dit « Je vais faire de toi mon Tom Cruise ». Ah ouais! Il y a un peu une joke qui est faite là-dessus, puis c'est franchement sympathique aussi de voir le clin d'œil. On parle de Tom Cruise et de Leonardo DiCaprio. Évidemment, c'est une génération d'acteurs qui ont marqué énormément. Moi, récemment, j'ai re-regardé le Titanic parce que je suis allé voir l'exposition. Je suis allé voir l'expo au Musée de la Civilisation. C'est capoté, sincèrement. Ouais. Fait que j'ai réécouté le film, puis de voir le jeune Léo, c'est quand même fou. Là, on est ailleurs avec Leonardo DiCaprio, puis je pense avoir lu quelque part qu'il espérait qu'il restait peut-être un film dans le corps, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Quand on repense au grand Léo et à toute sa carrière, tu sais, l'homme au masque de fer, puis on peut tous les nommer, là. Est-ce qu'il s'en sort encore très, très bien? Il s'en sort encore très bien. Cool. C'est vraiment un autre genre de rôle, complètement. Tu sais, le beau Léo que toutes les filles d'une génération pensent, c'est plus le même pas tout. Le loup de Wall Street, il paraît mieux dans ce film-là, mettons. Ouais, exact. Mais non, c'est vraiment un autre genre complètement. Comme je disais, c'est un bonhomme... qui veut juste être tranquille dans sa vie, qui veut pas avoir de problèmes, mais qui est protecteur au bout, puis qui va tout faire pour protéger son monde. Puis, fait que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis ça me donnait un peu... puis je vais peut-être trouver des liens là où il n'y en a pas, là, mais j'ai vu des similarités voilà, avec le personnage de Brad Pitt dans le dernier Quentin Tarantino, justement, là, Once Upon a Time in Hollywood, du fait que il y a certains éléments qui se ressemblent, du fait que c'est un has-been un peu, c'est un bonhomme qui vit ses affaires, puis que ses belles années sont derrière lui, fait que
Ben, je le dis un pas peu méchamment. là-dedans aussi, DiCaprio. Là. Mais un peu à l'image des acteurs, tu sais, je veux dire, Ouais. ils vieillissent, puis je suis pas en train de dire que tout le monde qui vieillit sont finis, c'est pas ça que je dis, sauf non, que, non. tu sais, si on essayait de prendre Léo, puis d'y faire, je l'appelle Léo parce que c'est mon pote, si on essayait d'y faire jouer un jeune homme de 30 ans, tu sais, on ferait non, ça marche plus, là, tu sais, fait qu'il faut qu'ils suivent un petit peu leur rôle, mais de savoir qu'il est capable encore de bien le faire, c'est absolument génial. Est-ce que c'est un film que tu recommandes à un public absolument large ou est-ce qu'il faut un genre de certain profil ou préférence de film là, pour qu'on triple là-dessus? Je pense qu'à partir d'un certain âge, là, je pense que c'est pas mal pour tout le monde. Ouais. Je dis ça parce que dans la salle, quand on est allé, c'était quasi plein, puis il y avait du monde de tous les âges. Là. Autant des personnes plus âgées que du monde en trentaine, que des ados de 16-17 ans qui étaient là aussi. Fait que tu sais, c'est un peu pour tout le monde. Ça traite de thèmes quand même assez particuliers. Ça traite un peu de l'extrémisme, évidemment, avec les éléments révolutionnaires qui sont faits. Mais ça a aussi des belles valeurs comme le partage, la famille, évidemment, aussi, qui est vraiment bien aussi. Il y a des super belles communautés qui se tiennent serrées. Parce que ça a des super belles valeurs comme ça brasse. Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont collées à l'actualité un petit peu? Le cinéma essaye souvent de faire ça, d'être collé aux enjeux actuels. Donc, quand on parle de socialement, là, on peut pas dire que c'est une période super jojo, là, mais donc tu sens qu'il y a des clins d'œil d'actualité-ish aussi dans ce film-là? Ben oui, sauf que, puis ça, j'ai beaucoup aimé, là, c'est que j'ai pas l'impression que le film tentait de me l'enfoncer dans la gorge. OK. J'ai vraiment senti que c'était un peu en fond, on sait que c'est là, on sait que ça brasse, mais le film est basé autour de la petite famille qui veut juste s'en sortir et qui veut être tranquille. C'est pas de la revendication de grands messages sociaux qu'on essaie de convaincre, etc. Non, exact. Très bon film, donc, que j'ai hâte de voir. One Battle After Another. Yes. Dis-moi, la plus-value d'aller au cinéma, à part de voir le film avant qu'il arrive, est-ce que tu la trouves encore, toi? Oui, mais moi, j'aime encore ça au bout, là, aller au cinéma. Juste le fait de le voir sur grand écran, le fait de partager des moments avec d'autres personnes aussi, de le vivre tout seul dans son salon versus de rire à une joke ou de se sentir choqué à un événement avec d'autres mondes, ça joue beaucoup aussi. Sur l'expérience. C'est où t'es allé? C'est où tu Au Clap à Sainte-Foy. Ouais, Clap, c'est une belle place, ça. Ouais, vraiment. Les deux, en fait, là, les deux sont géniaux. On est chanceux, on en a aussi des cinémas dans le coin avec Spira. On va les avoir demain d'ailleurs. Cool. C'est un autre style, évidemment. Mais le cinéma, ça demeure quand même une expérience... Le cinéma Beaumont, effectivement. On les salue. Quand tu parles de vivre quelque chose en gang, anecdote, mais quand Harry Potter 1 est sorti au cinéma, je suis allé le voir en avant-première médiatique avec ma classe. J'étais en 5-6e année. On était fous comme de la... Vous savez quoi? Et quand Harry attrape le vif d'or, la salle de cinéma a applaudi. C'est absolument capoté. Ben oui. On se levait, puis on tripait, puis je me disais, ça reste bien un film, mais... Tu vis pas ça quand t'es tout seul dans ton salon, tu sais. Non, c'est ça, exact. Puis c'est ça, que ce soit de la joie, de la peur, de la colère, qu'un choc de « Oh mon Dieu, il se passe quelque chose ». C'est des choses qu'on vit beaucoup, justement, qu'on vit seulement, ben pas seulement, mais qu'on vit beaucoup dans les salles avec d'autres mondes. Parce que j'avais aimé beaucoup quand que le Clap, au courant de la pandémie, là, il avait repassé je vais dire des vieux films, mais des films peut-être qu'une génération peut-être pas eu la chance de voir dans un cinéma. Puis j'en avais vu beaucoup, là, c'était fou là, de me dire, mon Dieu, moi qui est un fan de cinéma, je vais en profiter pour en voir plein. Ben oui, parce que des classiques au cinéma, c'est cool aussi. Il y a plein d'expériences. Il y en a qui diffusent des vieilles games des Nordiques des fois, puis le monde, ça va là, puis let's go! Ben écoute, puis je vois l'heure, je t'en parle très rapidement. Ouais, j'avais vu avec ma conjointe de l'époque de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est dans mon top 3 de mes films préférés à vie. Là. Tu me rappelles le réalisateur? Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Yes. C'est un film que je dis aux gens, si tu le comprends pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, c'est correct. Ce qui m'avait marqué de ce film-là, normal. c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il parle à une petite fille sur un écran. Puis c'est FaceTime, dans le fond. Ouais. Aujourd'hui, c'est FaceTime, mais dans ce temps-là, c'est comme « Wow, le fou! »
science-fiction! Ouais, ben tu sais, c'est un petit peu épeurant aussi de voir, il a compris des thèmes, des enjeux qui reviennent un peu aujourd'hui. Là, puis, il y a eu du pif. Ouais, et puis de voir 2001 au cinéma, c'était méga intéressant parce que c'était une petite salle de 3-4 rangées seulement, puis c'était complet. Puis moi, je me disais, oh my god, ça va parler tout le long du film, ça va être gossant. Pas un son. Tout le monde super concentré, super comme impressionné par ce qui se passe. Puis 2001 c'est un gros science-fiction. Là. C'est lourd, puis c'est quand même assez intense. Ben, je vais dire intense au niveau du sujet, puis comment c'est amené. Puis je suis arrivé là-bas au clap, puis ils m'ont dit, monsieur, il y a une entracte de 5 minutes au milieu du film. J'ai fendu tellement j'ai ri de dire, c'est tellement lourd qu'ils mettent justement une entracte. Reprends ton souffle. J'ai tellement trouvé ça drôle. Puis au début du film, je le rappelle, il y a un bout que c'est 5 minutes juste de son, de drôle de son, de bizarre. Ça, en salle, c'était particulièrement magique de voir tout le monde qui se regarde. Le cinéma, il est-tu brisé? C'est quoi qui se passe? C'est un film qui t'a marqué aussi, Marc-André? Aussi, Stanley Kubrick, il y a un type qui avait été approché par la compagnie de cinéma le gars, il a composé de la musique. Mais Stanley Kubrick, c'est pas ça qu'il voulait. Toute la musique de 2001, c'est de la musique qui existe déjà. Strauss, après ça, Ligeti, là, les sons bizarres, ça a déjà été composé. OK, fait que c'est pas créé pour le film. Non, c'est toute la musique qui existe. Déjà. Qui existait avant. Ah ouais. Puis, comment s'appelle l'ordinateur? HAL. H-A-L. Ouais, puis si tu rajoutes une lettre, ça fait IBM. C'est ça. Hein? Ah oui, je te dis, là... H-I-A-B... Mon père, là... Écoute... J'en sais tellement sur ce film-là parce que mon père capotait sur ce film-là. Puis si j'ai de la famille qui écoute aujourd'hui, ils vont se tirer à terre, là. Mon film, là... Mon père, je m'excuse, disait tout le temps au monde, c'est le seul film de science-fiction coté 1. 1 étant chef-d'œuvre, vraiment. Ah, là. ouais, hein? Puis c'est tellement bon puis particulier que c'est pas pour tout le monde. Je pense que quelqu'un qui aime pas ça, je peux comprendre. On comprend. Que c'est un pas peu ça, là. niché / intense, mais ce qui est intéressant avec ce film et avec le temps que ça fait qu'il est sorti, c'est que tout le monde, justement, a fouillé pour des espèces d'interprétations, puis tout, là, tu sais... Puis le livre sur lequel le film est basé, là, de Arthur C. Clarke, est complètement différent, la fin est complètement différente, donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment intéressant aussi. Kubrick, c'était un sacré bonhomme, pareil, là. Kubrick, puis ça, si ma conjointe m'écoute, elle va dire, bon, il compte encore cette histoire-là. Calvin. Moi, je l'ai pas entendu. Quand Kubrick a sorti Shining, Stephen King l'a appelé, il était vraiment fâché parce que son film ne ressemble pas en tout au roman. Ah ouais? Puis Stephen King était vraiment fâché, était bien mieux de changer le film avant que... en tout cas, il l'avait envoyé avant que ça sorte, là, puis il était bien mieux de le changer avant que ça sorte, puis ça n'a juste pas rapport pantoute avec ce que j'ai écrit. Puis Kubrick a fait, non, je vais bien faire ce que je veux. Fait que le film a quand même été un succès, là, tu sais, on s'entend. Exact, c'est un sacré bonhomme, quand même. Sauf que, tu sais, moi, quand j'ai lu un livre, puis que je regarde le film, puis que c'est pas pareil, ça me frustre. Oui, mais je pense que jusqu'à un certain point, il faut faire un peu une différence, surtout dans des grands réalisateurs comme ça, un peu qu'ils ont leurs propres images. Tu sais, Kubrick, c'est un photographe de base. Donc, c'est pour ça que ses images sont tout le temps super belles. La règle des tiers est tout le temps super bien respectée aussi. Kubrick était un grand existentialiste aussi. Ça paraît énormément dans ses films. On pense à 2001, on pense à Clockwork Orange aussi, que ça se reflète vraiment beaucoup aussi. Fait il y avait certains thèmes, qui reviennent. Puis je pense que c'est normal qu'un auteur avec ses idées soit peut-être différentes là, que l'interprétation d'un livre, effectivement. Ouais. Non, je trouve ça tout à fait correct, puis c'est vrai, des fois, on se dit à quoi bon de bord refaire mot pour mot un livre, tu sais, dans le fond, si on peut pas avoir un peu de liberté dans le scénario, c'est pas fou pantoute. Exact. Hey, il est rendu 8h03, Alex Saint-Jacques. Merci beaucoup pour ta présence ce matin, c'est toujours trippant, puis on reprend ça dans 2 semaines. Plaisir. Salut, bonne journée. Salut, là. Merci à vous d'être à l'écoute